היום יום ראשון, 18 ביוני 2023, כ"ט סיוון, תשפ"ג. אנחנו בביתה של יהודית ג'ודית לב בירושלים. זהו המשכו של הראיון שנערך בנובמבר 2022. מראיינת מירי שרף, צלם אייל זייד. Bonjour Madame Lev. Comment allez-vous? Baruch Hashem. Grâce à Dieu. Oui, vous avez eu un accident pendant ce temps. Oui. Oui. En novembre, le 24 novembre. Et maintenant, vous allez mieux? Je vais mieux, mais je suis loin d'être bien. Espérons bien. Oui. Oui. Alors, vous m'avez parlé la dernière fois un peu de votre famille, les frères, votre sœur, ce que vous avez fait, ce que vous avez étudié. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de vos études et de votre famille, la famille que vous avez créée? Vous avez étudié où? À Paris? Oui, à la Sorbonne. Et vous avez étudié quoi, justement? Eh bien, au début, c'était les sciences naturelles. Et puis, le troisième cycle, enfin, après la licence, j'ai fait un travail de doctorat. Ça s'appelait un doctorat de troisième cycle, où j'ai étudié la physiologie végétale. Et l'idée, c'était de me préparer pour faire Aliyah. Et donc, j'ai choisi quelque chose qui aiderait l'agronomie israélienne. Et je me suis donc spécialisée dans les plantes pour faire améliorer les plantes et le fait que le résultat de mon travail, j'ai reçu énormément de demandes d'imprimer après que ça a été publié. C'était publié où? C'était publié dans des journaux scientifiques, je crois. Non, bien sûr, c'était des journaux scientifiques, mais je me rappelle pas quel était. Je crois que c'était publié en France, dans le journal de l'Académie française. Alors, vous avez fini vos doctorats là-bas, à la Sorbonne? Oui. En quelle année? Année où je me suis mariée. Attendez, je devrais quand même savoir. 1925, quelque chose comme ça. Alors, vous avez eu quel âge à ce moment-là? Je crois environ 25 ans. Je suis partie en Amérique après. Mais vous avez aussi passé un petit temps ici à Jérusalem pour votre... C'est là, j'ai fait tout ce travail à Jérusalem parce que le sujet que j'avais choisi, c'est-à-dire la physiologie des graines, et c'était les spécialistes ici à l'Université de Jérusalem, et je suis partie avec l'accord et le financement de la Sorbonne. Et vous avez passé combien de temps à Jérusalem pour vos études? 2 ans. Oh. Et puis je suis revenue en France pour continuer mes expériences. Et c'est là que j'ai écrit ma thèse et j'ai reçu mon doctorat. Et vous avez rencontré la personne qui est devenue votre mari où, ici, en Israël? À Jérusalem, sur le parvis. Non, sur le restaurant des étudiants. Oui. Le restaurant des étudiants à Jérusalem. Oh, et il venait d'où? Des États-Unis. Il s'appelait comment, votre mari? Nathaniel Leff. Nassan Leff. Et lui, qu'est-ce qu'il avait étudié? L'économie politique et l'économie STAM. Et puis il a eu son doctorat
Il a fait le travail de son doctorat au Brésil, Ah, plus tard. plus tard, oui. Oui. Parce qu'il était plus jeune que moi. Alors, il y avait ce délai. Et alors, vous vous êtes rencontrés ici et vous Oui. vous êtes mariés où? À Paris. Et puis, vous êtes partis en Amérique avec lui? Oui. Et combien de temps vivez-vous en Amérique? Je crois peut-être 60 ans. Oh. Et où? D'abord à Boston et ensuite à New York. Et entre les deux, non, oui, non d'abord à New York et ensuite à Boston. Et là-bas, vous avez travaillé à l'université? Oui, enfin d'abord un tout petit moment à Harvard et ensuite à Brandeis et ensuite à Tufts, T-U-F-T-S. Tufts. Taft. Taft. Taft, une université à Boston. Vous avez enseigné dans toutes ces... Non, j'ai fait de la recherche. Ah, Oui, dans toutes les trois? oui. Toujours des recherches, pas d'enseignement? Non, jamais enseignement. Et votre mari? Il a commencé, non, il était à Harvard et MIT, Et les recherches étaient dans quel domaine? économie. Et vos recherches? Sur diverses choses. J'ai oublié Albert Einstein. Où? Oui, c'était arrivé. Nous sommes en train de parler de ce que je faisais en Amérique. Nous sommes en train de parler de ce que vous avez fait, ce que vous avez fait. Toute l'Amérique, c'est-à-dire depuis. Oui, comme personne mature. Oui. J'ai commencé par Boston. Oui. Non, j'ai commencé, oui, c'est ça, Boston. Alors, je commençais avec Harvard, et ensuite Brandeis, et ensuite, Brandeis. Ensuite, nous sommes allés au Brésil. Parce que mon mari avait choisi comme sujet de recherche l'économie du Brésil. Et nous avons passé plus ou moins 2 ans au Brésil. Nous sommes revenus. Mon mari a eu ce poste à Columbia. Et entre-temps, nous avons eu 3 enfants. Nous sommes partis au Brésil avec de tout petits enfants. Et nous sommes arrivés à New York. Mon mari enseignait à Columbia. Nous sommes arrivés à New York. Mon mari était à Columbia et moi j'étais à New York. Non, j'étais dans 2 universités différentes. En même temps? Non, pas en même temps. J'avais assez une à la fois, l'une après l'autre. Alors, je vous ai demandé sur le sujet de vos recherches. Ah oui. Alors, attendez. Et puis, vous avez tout d'un coup mentionné Albert Einstein. Alors, d'abord, le sujet de vos recherches, oui. Einstein, c'était en revenant d'Israël. Mon mari a eu son année sabbatique et j'ai travaillé à l'université. Le premier sujet Mais était... quelle université? Je ne comprends pas. L'université... Aux États-Unis déjà ou ici, à l'université de Jérusalem? C'était tout à fait différent. Non, mais vous êtes
vous m'avez dit à l'université, alors je vous demande quelle université? Que j'ai fait la recherche que j'ai ensuite, je suis désolée, il faut que to clear my voice. Vous avez mentionné Albert Einstein, vous avez rencontré Albert Einstein. Racontez-nous, Que je ça faisais se passait Einstein. où? Oui. Alors, Einstein, c'était en revenant d'Israël, Aux États-Unis. aux États-Unis, oui. Mais quelle était l'occasion de votre Qu'est-ce que je rencontre? faisais là-bas? Non, vous avez rencontré Albert Einstein. Ah non, 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 j'ai travaillé à l'université de Einstein Université. Oui, ça, je n'ai pas compris comment est-ce que ça pouvait se passer. Ok. Non, non, malheureusement. Puis j'aurais pas su quoi lui dire en fait. Alors, c'était pas. Ok, c'est l'université d'Albert Einstein qui était aux États-Unis. Oui, c'est une université assez connue et j'ai travaillé là-bas en revenant d'Israël. C'est où cette université? À New York. Alors, d'abord, vous étiez à New York et puis à Boston? Non, c'est Boston d'abord et New York après. Ah, je vois. Ok, alors les sujets de vos recherches? Alors, à Albert Einstein, la question était, je comprends, avec Brandeis. Brandeis, c'était l'ADN des chloroplastes, et où j'ai publié un article, 2 articles. Albert Einstein, c'était de trouver aussi dans les mitochondries, si les mitochondries se répliquaient, comme on dit, d'une manière ordonnée ou non. Mais les mitochondries des plantes ou les mitochondries en général? Je travaillais sur une espèce de levure. Sur quoi? Une espèce de levure. Je sais pas, c'est Levure, pour qu'il y a des levures qui... pardon. Les levures sont des petits micro-organismes qui en dépendent d'eux pour beaucoup de choses. Par exemple, pour faire le pain, pour faire le vin. Shmarim. Oui, shmarim. Shmarim. Ok, alors les mitochondrions de shmarim. Des shmarim, oui. Ok. Oui. Est-ce que vous avez d'abord comme but d'étudier ces sujets pour contribuer à l'agriculture en Israël? Non, ça, c'était terminé pour l'agriculture. C'était la science pure. Et vous savez si on a utilisé vos recherches pour quelque chose de pratique? Non seulement ce que j'ai fait en Israël. J'ai vu que vous avez écrit un article pour une commission de kashrut, de kosher. C'était après Einstein. Ils ont le grant, c'est-à-dire l'argent qui était mon salaire quand je travaillais à Albert Einstein. Ils ont pas renouvelé, il n'y avait pas d'argent, et ils n'ont pas renouvelé mon fellowship. À ce moment-là, je me trouvais entre deux travails, et je cherchais assez, et puis ça ne donnait pas grand-chose parce que les fonds étaient très restreints. Et alors un jour, j'étais à une bar mitzvah, et mon mari m'a introduit au chef de l'OU, l'Union of Orthodox Jews. À l'époque, c'était plus ou moins restreint à New York, mais entre-temps, c'est devenu quelque chose de très, très, très important
pour la cacheroute et pour les gens qui mangent cachère. Et il y avait un kasher, comment on dit, un lien entre le Rabbi Genack et puis mon mari, parce que quand il allait pendant l'été à Boston pour étudier avec le rabbin Soloveitchik, il avait son appartement chez ma belle-mère, la mère de mon mari. Alors il y avait ce lien entre eux, entre mon mari et le rabbin Genack. Alors c'est pour ça qu'il m'avait introduit au rabbin Genack. Alors, mais le sujet de votre recherche, oui, de votre papier, c'était... Non, attendez, je dis, j'avais pas de recherche, j'étais au chômage. Et on m'a présenté, à Rabin Genack, qui était le chef de cacheroute à l'OU. Et j'ai dit au Rabin Genack, c'est formidable, j'ai toujours été tellement intéressée par la cacheroute. Alors, vous savez, nous cherchons quelqu'un. Et voilà, j'ai passé plus de 10 ans. Faisant quoi? Donner le input, comme on dit. Input, ok. Oui. Disons, le côté scientifique de la cacheroute qui, à ce moment-là, était pratiquement zéro. Pourquoi zéro? Parce que c'était le commencement de la biotechnologie pour laquelle, sans input de biotechnologie, il n'est absolument pas possible de comprendre, mais vraiment, vraiment pas possible. Alors vous avez écrit sur la connexion entre la biotechnologie et la cacheroute? La connexion, le fait qu'il devait, ce que l'OU faisait, c'était l'OU donnait son cachet pour certifier que les ingrédients qui allaient dans la nourriture étaient cachères. Et comme à ce moment-là, prenait son essor la biotechnologie qui utilisait les microbes et les levures pour fabriquer les ingrédients. Et c'était tout nouveau parce que dans la Gemara et toutes ces choses-là n'existaient pas. On prenait des bactéries, on leur donnait la nourriture qu'il fallait, on utilisait les mutations. Alors c'était votre opinion professionnelle qui a aidé le rabbin de se décider si telle ou telle technologie est cachère ou non, dépendant des ingrédients et de la procédure. Voilà. Bon, c'est très intéressant, c'est un domaine très particulier. Oui, j'étais moi une femme parmi tous ces rabbins. Oui, vous et tous les rabbins. Oui, ils devaient, pour qu'ils puissent continuer leur travail, il fallait que je leur dise ça va, ça va pas. Oui, d'ailleurs, ils ont écrit quelque chose sur l'OU récemment. Et l'OU, alors la personne m'a appelé Trailblazer. Comment? Trailblazer. Oui. Et alors, vous avez passé là-bas 10 ans, et puis? Et puis mon mari a eu la maladie de Parkinson. Oh là là. Et au début, j'ai essayé de tenir le coup, et puis ça n'a pas marché, et j'ai quitté. Et vous êtes resté à la maison avec lui? Oui. Et ça a dû. Il avait 50 ans et il est décédé à 80. Et c'est moi qui me suis occupée de lui. Vous l'avez soigné pendant 30 ans? Oui. Toujours à la maison? Toujours à la maison. Oh, il y avait un intervalle où il était dans tel mauvais état qu'il a été dans la maison de santé. Il était pratiquement... il ne pouvait plus parler, il était dans très mauvais état. Et il est resté là-bas pendant 3 mois. Et
Ils ont tous voulu le personnel de la maison de santé que je laisse là, que je ne pourrai jamais m'occuper de lui et que vous allez voir, vous serez de retour dans un mois. Eh bien, je vais décider, je vais leur montrer que c'est pas comme ça. Et au bout de 3 mois, il est rentré chez moi pendant les prochaines trentaines d'années. C'est extraordinaire. C'était très dur. Très Mais dur. toute seule, vous l'avez soignée toute seule? Non, pas toute seule. Je devais employer des gens pour faire le gros travail. Et ça, c'était aussi une source de agmat nefesh énorme. Et les enfants, quand et où sont-ils nés? Une à Boston et les 2 autres à New York. Ils s'appellent comment? Mes fils. Vos enfants. Alors, l'aîné c'est Abraham, et la deuxième c'est Hannah, et la troisième Menachem David. Ils habitent tous Tous en Amérique, malheureusement. Tous en Amérique, Ouais, oui. ouais. Et les petites filles, les petites filles et les petits-fils, ils habitent. Il y en a une bonne partie ici, et il y en a quelques-uns à Muncie et à Passaic et à Far Rockaway. Ouais. Revenons à votre histoire de guerre. Oui. Vous avez accentué qu'il avait une famille, que chacun de vous, les 5 frères et sœurs, a eu une autre sort pendant la guerre. Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez raconter la sort de chacun, si quelqu'un a eu une meilleure expérience que l'autre? Commençons avec votre expérience de Alors, guerre, moi, pour résumer. Oui, j'ai eu une relativement bonne expérience parce que j'ai rencontré chaque fois des très bonnes personnes et j'aurais dû être plus reconnaissante. Nous avons gardé le contact avec tout le monde. Alors d'abord, qui était la première famille? La première famille était les Gourmands. Les Gourmands. Oui, ils habitaient un petit trou de quelques maisons. Et pour aller à l'école, parce qu'ils m'avaient inscrit à l'école, il fallait marcher, je crois, à plusieurs kilomètres, qu'il neige, qu'il pleuve. Toute seule? Non, parce que on se joignait à moi plusieurs enfants de paysans, de fermiers. C'était les noms des Gourmands étaient comment? Pardon? C'était qui, les Gourmands? Les Gourmands étaient les propriétaires je pense que c'est une ferme, une petite ferme, tout était très petit. C'était pas des grands propriétaires, c'était juste, ils avaient une très petite, c'était même pas une ferme. Et c'était où? Dans un petit village, pas un village, mais un hameau. Un hameau. Et alors, oui, ils avaient des vignes, et puis ils avaient des champs avec du blé, et des arbres fruitiers, et je pense qu'ils se débrouillaient tout à fait. Et il s'appelait Rose et? Ghislaine et... Non, Gourmand. Gourmand. Pardon, j'étais en train de parler des Gourmands. Brûlard. Ah, alors, chez les Gourmands ont caché... mon frère et mon frère et ma soeur. Votre frère Paul et votre sœur Esther? Esther. Oui. Et alors, Gourmand était Rose et... Rose et papa Henri. Et ça, c'était où? Dans la Sarthe.
Melleray. Ok. Et vous, vous étiez... Chez les, pardon, chez les Brûleurs. Ok, les Brûleurs. Et les Brûleurs, ils s'appelaient encore comment? Ghislaine et Raymond. Et ça, c'était De ce hameau, dans ce Russie. à Russie? Oui. Vous avez passé chez eux combien de temps? Je pense 1 an. Est-ce que les Brûlards et les Gourmands ont reçu les justes parmi les nations? Non. Et la cause de cette interview, ou une des causes de cette interview, est votre volonté de leur donner à eux ou à Leurs descendants. leur famille. Oui, alors, c'est ça? Oui, je voudrais beaucoup qu'ils soient reconnus. Parce que je ne l'ai pas fait de leur vivant. Je n'ai pas fait des tas de choses. Je pense que je voulais mettre tout ça derrière moi. Et c'est la même chose pour mes frères et sœurs. Et nous avons commencé à parler de nos expériences relativement tard. Quand et pourquoi? Je pense avec l'âge, on regarde vers le passé. Et à ce moment-là, entre nous, de temps en temps, on parle de ce qui nous est arrivé. Et avec vos enfants et vos petits-enfants? Mes petits-enfants, d'abord ils sont très, très petits, mais chaque fois que j'ai l'occasion, qui que ce soit, presque chaque personne qui met le pied dans la maison, je leur parle de mes expériences. Parce que malheureusement, il y a tellement de gens, simplement, ils nient la Shoah. Remarquez, de savoir, il y en a une bonne partie qu'on peut leur mettre le nez dedans et ça ne changera rien. Mais il y en a qui simplement, c'est l'ignorance. Mais il y en a d'autres qui ont un agenda, et l'agenda antisémite, bien sûr, que ça n'a jamais existé, et que l'importance qu'on donne à la Shoah est ridicule, etc. Alors c'est à cause de ça que c'est important pour vous d'en parler? Ah oui. Malheureusement, il n'y a pas longtemps, il y a tellement pas longtemps, il y a quelques générations maintenant, c'est comme ça n'existait pas. Et simplement, on aurait dû, on commence un peu à parler de la Shoah aux nouvelles générations qui savent rien, vraiment qui savent rien. Ce qui est arrivé est tellement énorme, mais avec les générations, ça semble avoir disparu. Volontaire et non volontaire, par ignorance. Alors c'est notre mission commune absolument, de le préserver pour les générations qui viennent. Et vous avez exprimé votre volonté d'essayer de donner aux familles Brûlard et Gourmand et les justes parmi les nations. Absolument. Et pour les pourquoi Gourmands, c'est tellement important pour vous? Pourquoi c'est si important pour vous de leur donner le juste parmi les nations? Parce que ça leur vient. Ils ont fait des choses incroyables. Je me dis souvent, est-ce que j'aurais fait la même chose, moi, à leur place? On avait, à quelques kilomètres où ils habitaient, il y avait un état-major allemand. Et ils m'ont pris, et même encore pire, ils ont pris mon frère. Pas pour longtemps, mais ils ont pris mon frère. Qui? Et, les Brûlards et les Gourmands. Chez eux? En se mettant en vrai danger. En vrai danger. Si on avait été trouvé, c'était terminé pour eux. Camp de concentration. Et donc, ils ont fait quelque chose d'incroyable.
Ils étaient juifs, ils étaient pas juifs, et puis ils avaient probablement jamais vu de juifs. Ils savaient que vous étiez juif. Et comment? C'était toute l'histoire de nous sauver. Et il faut rendre justice aussi que les habitants du village savaient que nous étions juifs. D'abord, moi, j'avais 8 ans et ils venaient de se marier. Les deux. Ouais, ils étaient mariés et ils attendaient même leur premier enfant. Et les habitants du village, vous pouvez penser qu'ils savaient que nous étions juifs. Et ils n'ont rien dit. Et ça, il faut témoigner, on a été dans pas mal d'endroits, et s'ils nous avaient dénoncés, ils auraient été récompensés. Ils n'ont pas dit, personne n'a été nous dénoncer. Ça, c'est quand même quelque chose. Et le nom de cet hameau, c'était comment? De l'endroit Russie. Russie. Oui, Russie, et puis ensuite Melray. Et c'était les endroits où on est tous cachés ensemble. Et puis aussi, dans un autre endroit, Corrèze. Oui, les gens de Corrèze, les gens de Beauvernais aussi, les gens de Russie, tous savaient que nous étions juifs. Et on ne leur a pas dit, mais ça criait. Et aucun nous a dénoncés. Il faut le dire ça. Et vous avez mentionné aussi dans une maison d'enfants, oui. Catholique. Vous étiez avec les jumeaux, Henri et... Oui, ils étaient catholiques. C'était pas activement, je veux dire, ils étaient catholiques. Oui, oui. Et la directrice, vous m'avez dit, elle savait aussi que vous trois, vous étiez juifs. Vous vous rappelez comment elle s'appelait? Tante André. Tout ce que je sais, c'était une aristocrate. Je me rappelle, elle avait la particule. Et elle a été très bonne pour nous, spécialement bonne. Et alors, elle voulait nous épargner le fait d'aller à l'église tous les dimanches. Alors, elle avait trouvé deux jeunes filles protestantes qui, néanmoins, nous racontaient le catéchisme, la Bible, le christianisme. Voilà. Elle nous apprenait le christianisme. Et je me rappelle, moi je ne me rappelle pas d'ailleurs, parce que c'est mes frères qui me rappelaient, qu'après la séance de catéchisme, je les asseyais sur un banc, ça, je me rappelle plus ou moins, et je leur faisais dire le chemin. Ils avaient 3 ans. Oui. 3 ans. Si, j'avais 7 ans, comme ça, et j'ai 3 ans de différence. Et elle savait tout ça, cette directrice? Elle savait que je faisais ça? Oui. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, elle savait que vous étiez juif et elle vous a épargné du catéchisme. Oui. Oui. Et c'était quoi le nom de cet endroit, de cette école ou maison? Beauvernais. Beauvernais. Oui. C'était, je crois que nous étions les seuls juifs. C'était le camp, enfin la colonie, c'était des réfugiés de Marseille. Et je ne crois pas qu'il y avait des juifs parmi eux. Et alors, comment cette aide de plusieurs personnes, de plusieurs organisations, comment cette aide vous avait influencé votre pensée, votre vie en général? Est-ce que ça a eu un effet, le fait que vous êtes aidé par plusieurs personnes
qui pouvaient vous dénoncer et non pas dénoncer? À l'époque, non, tout ce que ça m'a donné, ce que je me rappelle le plus que ça m'a donné, c'est le goût de la musique classique. Parce que c'est parmi, il y en a les plus âgés avaient, je crois, dans les 12 ans. Et en particulier, il y avait deux sœurs qui chantaient. Et elles chantaient du Schubert, du Mendelssohn. Et ça m'a terriblement, très influencée. J'ai pris le goût de la musique par là. Oui. Là-bas, dans ce... À Beauvernais. Votre frère aussi? Oui, mon frère. Je ne sais pas s'il se rappelle de ça en particulier, mais c'est sûr qu'il a dû prendre la musique quelque part. Mon père jouait du violoncelle. Ça ne nous a pas influencé, malheureusement. Ouais. Mais ma question était une autre question. Je vais le poser d'une manière plus générale. La guerre. Comment la guerre et votre expérience de guerre surtout, comment est-ce que l'avait influencé votre vie d'après-guerre? Je ne crois pas, ou peut-être le subconscient, mais je crois. Enfin, ça m'a influé, ça m'a donné la peur. Peut-être l'horreur de l'injustice et la peur. La peur. À part ça, je pense que j'ai voulu oublier, avoir une existence normale. Vous pouvez imaginer, chaque fois que je vois mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, je me représente leur vie s'ils avaient vécu ce que j'ai vécu. Mes frères qui avaient 3 ans, ma sœur qui avait 2 ans, et mon autre frère qui avait même pas 1 an. Quand votre père est disparu? Pardon? C'était ça, quand votre père est disparu? Oui. Oui. Et ensuite? Oui. Et quand est-ce que vous avez trouvé qu'il ne reviendra pas, votre père? Je ne peux pas dire exactement, parce qu'on allait à l'hôtel Lutetia avec maman, et chaque fois on avait l'espoir, et même après, bien après, quand il a fallu prendre l'évidence, je continuais à espérer, longtemps après. Oui. Et ça aussi, je m'imagine, avait une influence sur votre vie. Ça avait une grande influence. D'abord, le rôle que je jouais auprès de ma mère, parce que ma mère, elle était transplantée comme ça de Vienne à Paris, et elle ne savait absolument pas le français. Et elle était responsable de 5 enfants. Elle a dû, moi j'étais l'aînée, mais elle a dû élever 5 enfants toute seule, dans un pays dont elle ne connaissait pas la langue, et dans un danger. Les Allemands sont venus dans notre appartement 2 fois. La première fois, on les a entendus, on les a vus dans la cour, ils ont pris l'ascenseur, et on savait déjà que c'était eux. Ils ont pris l'ascenseur, on a entendu l'ascenseur s'arrêter au 3e étage et frapper à notre porte, et frapper très fort. Et nous, on était, je ne sais pas pourquoi on a cru que se mettre à plat sur le plancher, ça allait changer quelque chose, mais on avait arrêté de respirer. Et
ils sont partis. Et la deuxième fois, maman, on était déjà dispersés, et maman est revenue à l'appartement avec Paul, avec le dernier. Et pour une fois, la concierge a fait quelque chose pour nous. Elle a dit à maman que les Allemands étaient dans notre appartement. Alors maman a fait demi-tour et elle est partie. Et elle est allée chez une amie de longtemps en sachant qu'elle mettait l'amie en danger. Mais l'amie a insisté que maman reste avec elle, je sais pas, quelques jours. Et puis ensuite elle est revenue à l'appartement et c'est une chose incroyable. Mais après la guerre, quand on est revenu, on a revenu, c'est simple. Il y avait des gens qui avaient occupé notre appartement et refusaient de sortir. Donc maman était sans appareil. Elle allait d'ami en ami comme ça. Parfois avec nous, parfois sans nous. Et puis, moi j'ai oublié de parler de Corrèze. À côté de mon frère, maman était avec son frère qui avait trouvé une maison. Corrèze, c'était aussi un petit hameau comme ça. Et, on revient au temps de la guerre. Au temps de la Beauvernet, non, pardon, à Corrèze. Et alors on était vraiment cachés là-bas. Et il avait trouvé aussi une maison pour nous. Et on est restés là-bas. Parce que maman, chaque fois qu'elle avait la possibilité, elle nous prenait d'où nous étions, et on était rassemblés pour quelque temps, et puis jusqu'à la prochaine. Oui. Elle est venue avec vous, elle vivait où, maman, après la guerre? Elle est restée à Paris? Elle est restée sans logis pendant presque 2 ans. Et puis, elle a eu un... Elle a gagné le procès avec l'aide de gens vraiment, ça aussi. Et alors nous sommes revenus à la rue des Pyrénées. Mais elle a vécu là-bas pendant combien d'années? À Pyrénées? Oui, à la rue des Pyrénées ou à Paris? Ou oui, à Paris. Rue des Pyrénées, je suis arrivée à 12 ans. Et je crois à 14 ans ou 15 ans, maman a acheté un appartement rue de Vaugirard, à côté de la Sorbonne, ce qui était bien pratique. Et oui, entre-temps, après, quand je suis rentrée de Londres, parce que... À le retour, ok. Après la guerre, comme vous n'avez pas eu d'appartement, vous et les jumeaux sont allés tous les trois à Londres. On a été dispersés parmi... Oui, mais cette fois-ci sans la peur. Oui. On a été dispersés et parmi des personnes de famille, des oncles et tantes qui ont accepté de nous prendre jusqu'à ce qu'on trouve un appartement. Eux, ils étaient à Londres avant la guerre ou après la guerre? Ils sont arrivés à Londres quand? Au début après la Shoah, avant la Shoah. Avant la guerre? Pendant la guerre? Un petit peu pendant, après le Anschluss. Après le Anschluss, ok. Ouais. Quand vos parents étaient venus à Paris, eux, ils sont partis à Londres. En même temps? Pas tous. Certains à Londres, d'autres en Californie et un peu partout. Enfin, et alors, combien de personnes de votre famille sont sauvées et combien ne sont pas sauvées? Pas beaucoup qui se sont sauvés, pas beaucoup. Le reste a péri. Combien ils sont rescapés? Je ne sais pas combien, il y a un très grand nombre. Qui sont rescapés? Non. Qui ont péri? Qui ont péri, oui. De la côté de votre mère ou de la côté de votre père?
qui sont restés où, en Hongrie et en Tchécoslovaquie? En Hongrie, surtout en Hongrie, mais oui, surtout en Hongrie. Ça, c'est la côté maternelle. Oui. Et alors, revenons aux oncles et la tante qui sont à Londres, qui s'appellent comment? C'était du côté de mon père, il y avait William Weiss, en fait, c'était tous des Weiss. Et il y avait deux frères, une sœur, et puis je crois encore un frère. Mais ceux qui vous ont accueilli à Londres, il était William et... William et Nancy, Tante Ansi. Anxi? Ansi, je pense, hongrois, A-N-C-I. À Londres. Alors, Vous avez passé là-bas combien de temps? presque 2 ans. Et vos frères, les jumeaux? Alors, pendant un petit temps, c'était les mêmes, et puis il y avait ma tante qui s'appelle Pepouche, P-E-P-U-S, et son mari, comment elle s'appelle? Je ne me rappelle pas, ça me reviendra. Voilà, c'était ça. Ils nous ont vraiment... Elle était très très bonne pour moi. La tante. La tante Ansi. Et quand vous étiez à Londres, vous avez écrit des lettres à votre mère? Oui. Oui. Est-ce que vous voudriez nous lire une ou des lettres? Non, d'abord, elle n'a rien de spécial, mais vraiment rien de spécial. Ça me montre assez, je crois, étant assez égoïste. Oui, parce que dans ces lettres, je ne crois pas qu'on écrit. J'écris que je pose des questions sur la vie. Bon, j'avais 12 ans quand même. Sur la vie de maman, je ne crois pas qu'il y a des questions là-dessus. C'était plutôt sur moi. C'est un peu normal pour une fille de 12 ans. Ça aurait pu être autrement. Alors, des lettres, c'était une très grande tradition dans votre vie, comme on a parlé la dernière fois, et aussi avec votre frère Joseph. Avec votre frère, on a parlé des lettres, que l'échange de lettres entre vos parents et ces lettres que vous avez données à Yad Vashem. Alors, comment est-ce que vous avez... Quand était le moment que vous avez connu les lettres? Quand est-ce que vous les avez vues pour la première fois? Toutes ces lettres, toute cette correspondance entre vos parents. Quand maman est morte. C'était où? Elle vivait à Paris ou elle vivait non. ici? Non, grâce à Dieu, elle a fait son aliyah. Maman a fait son aliyah. Oui. Et donc c'était en Israël. Et alors, quand nous sommes venus pour la Shiva, bien sûr, on a regardé tout ce qu'il y avait dans l'appartement de maman. Et c'est à ce moment-là qu'on a trouvé ces lettres dans une valise. Toute cette correspondance. Et comme j'étais l'aînée, c'est moi qui a eu la correspondance. Et comment est-ce qu'elle a pu garder toute cette correspondance? Il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions. Par exemple, quand nous sommes partis, peut-être c'était avant que maman a quitté, qu'elle s'était occupée de ça, le fait que nous avions les bougeoirs, nous avions la menorah après la guerre, et des choses de ce genre, et le fait d'avoir comme un truc général,
une sorte de volonté de ne pas se rappeler, ni aucun de mes frères et sœurs a une idée d'où ça vient. Où étaient toutes ces choses-là pendant la guerre? La Hanoukia, tout ça. Et les peintures? Oui, oui. Les imprimés? Oui. Qui sont ici, chez vos frères? Oui. Aucune idée. C'est pas normal. Ouais. Et dans sa maison, il y avait tout ça sur les murs, elle a mis des... Non, il y a des choses... Ben oui. Que après la disparition de papa, ça a été après. Non, comment vous dites? Non, mais dans son appartement, ici en Israël, l'appartement de votre mère. Oui, elle avait tout ça sur ce mur à elle. Oui. Ok. Ok, pour en finir, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voudriez nous raconter, nous dire, peut-être un message qui est important pour vous, pour les générations qui viennent, pour votre famille? Non, seulement qu'ils sachent ce qui est passé, et que tout le monde sache ce qui est passé, et que ceux qui ont de bonnes intentions, mais qui sont ignorants, il faut les éduquer. Tout le monde doit éduquer pour voir ce qui arrive quand les politiciens, les gens qui sont pas normaux, disons, d'une certaine manière, qu'on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas facile, mais chaque génération doit faire attention de se libérer des factions extrêmes. Et encore une petite question. Quand vous voyez ou quand vous rencontrez des réfugiés, même ici en Israël, des réfugiés qui sont venus, je ne sais pas, de l'Ukraine ou de l'Afrique, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous pensez? En fait, je devrais être plus concernée. Bien sûr, j'ai mon âge et tout, mais tout ce que je peux faire, c'est donner de l'argent aux ceux qui sont au refuge, des organisations. Et encore, pas assez, parce que... Non. Non, c'est tout, je crois. Je dis rien de nouveau, malheureusement. C'est de génération en génération. Quand j'ai commencé à entendre parler d'antisémitisme, je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas le croire. Et c'est pas possible, après ce qui est arrivé, que ça arrive de nouveau. Et où ça mène, j'en revenais pas. Et maintenant que je vois de nouveau et tout ça, ça me fait beaucoup de mal. Ça me fait beaucoup de mal. Comment est-ce possible? Et surtout, les Juifs ont couvert le monde de bienfaits. Les Juifs ont inventé tellement de choses dans la médecine, dans l'agriculture, dans tout. Il n'y a pas de domaine où les Juifs n'ont fait des choses extraordinaires. Les gens devraient être reconnaissants, mais ça, ce qui arrive, on n'aime pas de recevoir des bienfaits. D'abord, l'antisémitisme, c'est vieux que le monde, presque. On ne sait pas, peut-être, Caïn était antisémite pour tout ce qu'on sait. Et de point de vue personnel, qu'est-ce que vous souhaitez à vous? Pour moi? Oui. C'est le but de tout le monde, je pense, de rester une bonne... Enfin, de ne pas trop de vieillir d'une manière désagréable et surtout d'une manière de
d'être comme toujours un fardeau pour ma famille. Il faut dire que je suis très, très, très indépendante. Et je ne veux pas recevoir autant que possible de bienfaits. Et je voudrais beaucoup que ça dure comme ça. Vous allez fêter votre anniversaire cette semaine? Non, non, probablement on va faire quelque chose, mais non. Puis mon anniversaire est vraiment le 6 juillet et les gens ne sont pas tellement au courant que j'utilise la date juive qui est le 24. Oui, le 24 juin. Alors, je vous souhaite Briut Tova, bonne santé, et que vous soyez toujours indépendante et claire, et comme ça, comme vous êtes. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Et merci pour savoir les questions qu'il fallait poser. Et ça, je suis reconnaissante. Vous avez compris aussi, vous connaissez le background qui était ça. C'est très important et je suis reconnaissante à Yad Vashem de vous avoir envoyé. Vraiment. Mais, toda rabba. Merci, madame. Oui. Alors, ce que je tiens entre mes mains, c'est le calendrier de l'association des jeunes orthodoxes de l'Agudat d'Israël qui avaient un calendrier annuel où il y a des articles et puis des dessins et des eaux fortes à laquelle ça se passe en 1929 et mon père faisait partie de l'association et ça m'a été légué par ma mère et il y a à l'intérieur plusieurs articles et il y a aussi des eaux fortes de mon père et comme vous verrez, voilà, ça c'est une des eaux fortes de mon père où il y a une reproduction d'une des eaux fortes de mon père qui montre la lecture de la Torah avec, on voit celui qui fait la lecture et puis ceux qui regardent que c'est bien comme il n'y a pas d'erreur. Et puis c'est bien représenté, il y a celui qui est appelé la Torah, et c'est très, très bien rendu, l'intensité de la personne qui regarde que tout se passe bien. Et puis c'est dans l'esprit de l'époque aussi, il ne faut pas oublier. Et vous avez l'empreinte originale ici chez vous? Oui, c'est définitivement. J'ai un exemplaire qui a réussi à être escapé. Voilà. Quelques mots, Oui. s'il vous plaît. Voilà. Alors, cette Hanoukia a été faite par mon père à Vienne. Il a fait au moins 2, puisqu'il en donnait un à sa sœur, dont les enfants, elle a légué cela elle me l'a légué. Et ses enfants ont été suffisamment gentils pour accepter que c'est à moi qu'elle a légué cette menorah et pas ses enfants, ses frères, et pas ses enfants, c'est-à-dire mon neveu et nièce, tous ses enfants. Ils ont accepté ce que leur mère a écrit dans le testament. La deuxième menorah a été léguée, c'est-à-dire que ça a été normal, que c'était l'aîné des garçons. Et c'était la Hanoukia qui avait faite pour nous. J'ai juste fait remarquer pour les gens que ça intéresse que cette menorah a été faite dans l'esprit du Bauhaus. Ouais. Vous voyez, chacun des composants sont des composants de la vie de tous les jours. Et c'est intéressant. Voilà.
S'il vous plaît. Mais oui, j'ai rien raconté là-dessus ici. Non. Vous dites, c'est le même qui était de... Ah bon. This is the woodcut that pardon. C'est la gravure sur bois que mon père avait faite à Pithiviers et qui a été trouvée par les choses qui ont été sauvées de la destruction. C'était pas à Pithiviers, ça c'était à Vienne. Pardon. Alors comment ça se fait que ça se trouve ici? Alors, nous regardons maintenant l'original de la gravure qui était dans le calendrier de l'association des jeunes de l'Agoda. Non, mon père a été commissionné pour illustrer une Haggadah. Et ça, c'est une des gravures qui se trouve dans la Haggadah. Et ça montre le jeune bébé Moshe qui faisait peur au pharaon. Il avait peur qu'il allait mener une révolte peut-être. Et alors, quelqu'un lui a dit non, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors on voit Moshe devant d'une part des brasons et d'autre part de l'or bien brillant. Et alors celui qui a dit, que je ne sais pas si ça a été nommé, que c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors le pharaon lui a dit, quelle preuve tu as? Alors, il allait toucher l'or qui était plus brillant que les brasons. Alors, il tendait sa main. Alors, il y avait un ange derrière lui qui lui a tourné le bras, si bien qu'il a touché le feu, et ça lui a fait très très mal. Et il a mis sa main sur la bouche. Non, il a porté les brasons sur sa bouche. Et on dit que c'est pour ça qu'il bégayait ensuite dans sa vie. Et alors, c'était commissionné où? Par la personne ou les personnes qui voulaient une Haggadah. Mais où? À Vienne. Oui. Avant la guerre. Avant la guerre. Et les deux personnes qui sont de chaque côté et qui avaient conseillé cette expérience, c'était d'un côté Bilam et de l'autre côté Yisro. S'il vous plaît. Bon, cette gravure sur bois a été faite par mon père avec l'idée d'être vendue des gens à Paris et pour être payé par les connaissances de maman, parce que maman était vraiment sans argent, vraiment, avec 5 enfants. Alors, il s'agit de Pithiviers, qui était un camp d'internement en France, en attendant que toutes les personnes dans le camp soient envoyées à Auschwitz. Et on voit mon père dans le côté droit qui enregistre, dépeint la vie de tous les jours dans le camp. Et on voit une chose intéressante parce que on voit un gendarme français dans le côté gauche. Et c'est intéressant parce que les Français, pendant très 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 longtemps, ont toujours nié que les Français étaient hors des choses qui se passaient par les Allemands. Et on voit le gendarme, il est là, il est préposé à faire de l'ordre et on ne sait pas quoi d'autre qu'il faisait dans le camp. Et on voit la vie de tous les jours. Il y a les baraques au fond où les internés se trouvaient. C'était leur vie.
les personnes du camp étaient, je crois, chargées de faire toutes sortes de travaux, peut-être même de l'agriculture, mais on voit, et je crois qu'ils sont en train de distribuer le courrier, c'est-à-dire les paquets et tout. Voilà. Ok. My father sent me. Non, en français. Mon père m'a envoyé 2 cadeaux pendant qu'il était à Pithiviers. C'était pour mon anniversaire, donc ça montre qu'il s'est passé l'année qui s'est passée entre les deux. Le premier a été fait en 1941 et il montre mon père qui venait d'arriver, je pense, à Pithiviers à ce moment-là, et on voit un homme jeune avec une bonne expression. Et il faut dire que mon père était très proche de nous, même quand on était petit, il s'intéressait à chaque détail de notre vie, alors qu'il avait tellement d'autres choses à se soucier. Et il m'a aussi envoyé un porte-plume, je ne sais pas si c'est un porte-plume, et il y avait une petite plume comme ça pour écrire à l'époque et qu'on trempait dans l'encre. Et c'est en même temps un coupe-papier parce que les livres il fallait les couper chaque page. Alors une partie de la plume était aussi un coupe-papier qui servait aussi à ouvrir les lettres. À propos du portrait, mon père a fait un autre portrait à la fin de son séjour à Pithiviers. Et ce portrait est chez mon frère à Jérusalem. Et c'est intéressant de voir quelle différence la vie et les soucis ont fait de son visage. Ce portrait a été fait par mon père parce que aussi ça fait partie de sa profession de faire des portraits. Et je me rappelle très bien de l'occasion, j'étais avec lui et c'est un portrait d'une jeune femme avec une expression intéressante. Et après la guerre, cette jeune femme a fait cadeau de ce portrait à maman. C'était vraiment très beau de sa part. Yeah. Okay. This is the last letter. En français. C'est encore bien que ce soit pas dans une autre langue. Je sais à peu près 6 langues et je m'embrouille. Non, alors, s'il vous plaît. Ouais, voilà. This is a copy of the last letter my father sent to my mother. Now, what happened was that it was in Pithiviers, and just before they were sent to Auschwitz, they were told to put all their belongings in a suitcase, and they could send it home. They didn't say why, but of course everybody knew why. And so he's writing to my mother that she's sure he'll come back, and that in any case he's leaving behind his children, and that my mother should educate them. En même temps, même au moment de dire au revoir à sa femme, il s'est occupé même des détails pratiques de sa survie. Et la dernière phrase, c'est quoi?
This photo was taken in Vienna in honor of my father Arthur Weiss and Olga Amsel in honor of their engagement in Vienna. Olga is your mother? Olga is my mother and this is my father. This is a picture of my father. It is a passport picture that was taken obviously when he was quite young. And the passport actually has this interesting mention that it is valid for Palestine. This portrait was taken, I think, for a identity card. It portrays my mother at the time when she found out that my father wasn't coming back. Just looks at anguished face. These are the collage of also important picture, I think, that of my mother at different stages of her life. This is my finger. This is the first. This is her first picture that was made. That was made, I suppose, at some official portrait taking, and then there is my mother in Paris. This in Paris, and that's totally my mother's personality. She was always laughing and in good humor. This picture was taken when we were in Riverdale in New York, and it's in the garden of our house. The next picture is taken in Brazil. You see her where she went visiting us when we were in Rio de Janeiro, and you see her again, laughing, happy. Even so, her life wasn't so wonderful. And this is the last picture taken, I think, in New York, where she was visiting us again. And you see again she's smiling, and such a sympathetic face. Now that's terrible. I did it again. What? Oh, you want to do it right now? Yes. Oh, this is a rare picture of my brother and sister all together. So I'm at the center, and there's my sister and one of my twin brothers. My brothers who are twin, and on the other side, one of the twin brothers, and my youngest brother, in order from the left to the right. There's Henri, there's Georges, there's myself, Judith, and then my sister Esther, and as twin, Henri. So this is a picture taken in Boston, probably in the 40s. It's my, what do you mean by who is in the picture? The picture of my husband and I and our 3 children, taken in Boston while my husband was at Harvard and I was at Brandeis. Hello, this is a picture of myself giving a lecture about kashrut in New York. At the university? This is a picture that was taken for my 80th birthday. It has my 3 children and a good number of their children. And of course I forgot my daughters-in-law and son-in-law and their children, so far.